Cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie. Oh putain! Have you prepared a speech? L'Albatros dans Les Fleurs du Mal, il arrive tout au début du recueil. Il arrive après Au lecteur, Bénédiction, et boum, là il y a l'Albatros. Donc on arrive juste après en fait une fausse bénédiction où le poète était en fait maudit par sa mère qui l'avait engendré et qui le trouve complètement répugnant. Et au contraire en fait, cette malédiction est aussi en même temps une bénédiction pour lui, puisque c'est grâce au malheur qu'il va pouvoir faire jaillir de la beauté, grâce à la malédiction qui est sa naissance pour ses parents qu'il va pouvoir créer de la poésie. Et c'est pour ça justement qu'il va pouvoir faire sortir des fleurs du mal lui-même. Et donc dans ce poème l'Albatros, on a un nouveau personnage en fait, l'Albatros, et qui est assez peu utilisé en fait dans la littérature classique de l'époque. C'est-à-dire que oui, on en a vu 2 ou 3 occurrences à quelques endroits, mais l'animal favori, l'oiseau favori des romantiques, c'est l'aigle ou le condor. C'est des grands oiseaux majestueux qui volent au-dessus de la mêlée, qui sont complètement des exilés et qui contemplent tout de haut. Alors que Baudelaire, lui, il va choisir un personnage, si on peut l'appeler comme ça, assez bizarre justement. L'Albatros, pourquoi? Alors, il y aurait une raison qui serait biographique, que vous pouvez utiliser au bac, qui serait que dans sa jeunesse, étant donné qu'il a dilapidé une bonne partie du patrimoine de des sous que lui a légué son père en mourant, et ben son beau-père, le général Opic, un peu vénère, il va dire bon bah mon petit gars, tu vas prendre la vie, tu vas partir en bateau. Et donc il est parti dans les îles, et là il a vu dans le bateau dans lequel il était en tant que donc il était moussaillon, il a assisté à à une scène tragique apparemment, donc d'un oiseau qui aurait été, c'est quelque chose en fait qui se faisait beaucoup, de la chasse à l'albatros, puisqu'en fait les marins considéraient cet oiseau comme complètement mauvais, étant donné que c'est un oiseau qui s'attaque aux hommes quand ils sont tombés à l'eau. Donc les marins en fait faisaient preuve une grande cruauté en capturant ces oiseaux et en lui faisant subir les pires sévices. Alors, ils lui coupaient les ailes, ils lui coupaient les pattes, ils lui coupaient le bec, tout ça. Donc c'est la fête. Et donc le poème il commence comme ça. Souvent pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros. Là il y a un enjambement, c'est-à-dire que la phrase elle va continuer en fait sur le vers suivant. Et c'est quoi l'effet? L'effet c'est que, c'est que les albatros apparaissent comme ça tout de suite dans leur splendeur, c'est-à-dire qu'on s'y attend pas, et au vers de bam, l'albatros apparaît. Prennent des albatros, vastes oiseaux des mers qui suivent indolents, compagnons de voyage, le navire glissant sur les gouffres amers. Donc là il y a l'albatros qui apparaît tout de suite comme un être des hauteurs, qui est d'emblée présenté comme gigantesque, qui est démesuré, qui est sublime, avec le petit hypalage au début. L'hypalage c'est quand on déplace un adjectif, c'est il marchait ténébreux dans la nuit solitaire par exemple, le dire il marchait solitaire dans la nuit ténébreuse. Donc en fait par ce phénomène d'hypalage, Baudelaire prend le terme vaste, va en faire un épithète du nom oiseau, et ainsi transformer ce simple oiseau en une sorte de dieu qui vient surplomber les vastes mers avec les marins qui glissent comme ça en dessous. Et c'est important cette dichotomie, donc cette opposition en fait, tout simplement. C'est hyper important en fait cette opposition du dessus et du dessous, parce qu'on va la retrouver après. On va la retrouver dès la strophe suivante en fait. Boum, l'oiseau atterrit par terre. À peine les ont-ils déposés sur les planches. Là, les planches, il y a il y a un petit jeu de mots, ce qu'on appelle en littérature une sileps. Parce que les planches, c'est à la fois simplement les planches du bateau, mais c'est aussi les planches du théâtre. Et ouais, c'est un spectacle qu'on nous montre, et c'est un spectacle de cruauté en fait. L'oiseau, il apparaît, il est au milieu de la scène, et il va y avoir une scène qui se met en place avec les marins qui vont à la fois être des acteurs et à la fois des spectateurs. D'accord, ça va être un peu celui qui a les plus grosses couilles pour aller taper l'oiseau comme ça. Vas-y, je suis un vrai mec, regarde, gna gna gna, ça tu fais moins le malin, tout à l'heure tu bouffais nos copains, maintenant c'est nous qui te bouffons la gueule. Et donc il y a un spectacle de cruauté qui se met en place avec ces planches qui deviennent des planches de théâtre. Et c'est intéressant en fait l'idée des planches, parce que bon là on entre un peu dans les trucs un peu techniques, mais c'est assez stylé parce que l'oiseau il est souvent représenté en fait avec des métaphores. C'est-à-dire, là il y a un truc assez malin, c'est-à-dire qu'il y a une opposition dans ce poème, j'ai l'impression quand même. Ouais, il y a une distinction intelligente qu'on pourrait faire en fait ici entre la métaphore et la métonymie. Vous savez, la métaphore, donc c'est une comparaison sans outil de comparaison. Par exemple, chérie, tu es une voiture volée, et au lieu de dire tu es comme une voiture volée. Alors que la métonymie, elle, donc la métonymie ou la synecdoque, donc vous savez, c'est deux figures de style en fait qui sont des figures de style, soit le contenant pour le contenu, soit la partie pour le tout, soit le tout pour la partie. En fait, rapidement, tout ça, c'est hyper simple. La distinction entre la synecdoque et la métonymie, c'est juste que la métonymie, il y a un rapport de contiguïté
tout simplement. C'est-à-dire, par exemple, mon pied, il va toucher mon pantalon, vous voyez, et donc résultat, il y a un rapport de contiguïté entre mon pied et mon pantalon, c'est-à-dire qu'ils se touchent. Alors que la synecdoque, il y a un rapport d'inclusion. C'est-à-dire, par exemple, mon pied est dans ma chaussure elle est autour de mon pied. Voilà, synecdoque, métonymie. Ok. Et si mon pantalon va être ici et il est loin de mon pied, et que je vais comparer les deux, il n'y a pas de contiguïté, et donc résultat, on va parler de métaphore. Dans la métaphore, il y a un saut, dans la métonymie, il y a une contiguïté, ça se touche, et dans la synecdoque, il y a une inclusion. Et donc là, en fait, c'est hyper intéressant parce qu'il arrive, et il arrive quoi? Sur des planches. Donc les planches, en fait, c'est quoi? C'est le bateau. Et donc là, on est dans la synecdoque ou la métonymie. Et donc, il n'y a pas le saut en fait de la poésie. C'est-à-dire que dans la métaphore, il y a un déplacement. D'accord. Le poète, il essaie d'être dans la métaphore, on va dire, pour s'arracher au monde. Mais en fait, le monde, lui, il est plutôt dans la métonymie ou dans la synecdoque parce qu'il est plutôt dans l'inclusion ou dans la continuité. C'est-à-dire, il va essayer de rattraper comme ça le poète qui essaie de s'envoler. Et c'est sans doute, entre autres, ce qui se passe en fait dans ces images-là où je pense que c'est peut-être aussi l'enjeu de cette métonymie aussi, qui est à la fois donc le fait de montrer que c'est un lieu de spectacle, que le bateau c'est un lieu de spectacle, mais aussi à travers, en choisissant la métonymie plutôt que la métaphore, de montrer que c'est un lieu d'enfermement. Voilà, tout simplement. Comme des avirons traîner à côté d'eux. Donc le voyageur ailé qu'il est gauche et veule, qu'il est du naguère si beau qu'il est comique et laid. Donc il laisse traîner ses ailes comme des avirons. Et les avirons ici c'est hyper intéressant aussi, c'est une image hyper intéressante, donc c'est une comparaison tout simplement, qui est hyper intéressante parce que l'aile, elle était souple, elle était légère, elle était sublime. L'aviron, il est laid déjà, à la base. Le mot est moche, aviron. Pourquoi? Déjà parce qu'il y a cette nasale à la fin, aviron, le on, c'est pas joli. Dans la poésie, c'est quelque chose qui a été ultra proscrit. Qui a été ultra interdit. Éviter de faire trop pas qu'on ait des ans et des on partout, c'est pas très joli. D'accord? C'est pour les canards. Tu comprends? T'es un canard? T'es pas un canard. Non mais donc voilà, c'est pas joli. Et donc déjà le mot aviron est pas joli lui-même. Et puis en fait il renvoie, alors que l'aile elle renvoie au léger, au raffiné avec ses plumes, au souple. L'aviron, lui, il est solide, il est rêche, il est dur et il est relié surtout à la mer aussi. D'accord? L'aviron, c'est ce qu'on va planter dans la mer justement pour et donc à un espace aussi qui n'est pas l'aérien, qui n'est pas le léger, mais qui au contraire à partir de ce moment-là en fait, l'oiseau est métamorphosé et vient comme se couler dans le bateau lui-même en fait. Il devient en bois sur des planches de bois. Et il y a toujours cette idée en fait. Lui il était un être des hauteurs et il va venir adhérer en fait à la terre. Qui en fait n'est pas son espace de prédilection quoi. Il se meut mal sur la terre. Et et on a aussi le son E donc qui revient en termes aussi de phonèmes donc de sons qui sont pas jolis du tout. On a le on et après comme des avirons traînés à côté d'eux, ce voyageur ailé qui les gauchers veulent. L'un agace son bec avec un brûle-gueule. Et donc on a toutes ces sonorités qui sont pas jolies et qui viennent montrer en fait le fait que l'oiseau il s'embourbe en fait il vient s'embourber sur ce bateau où il n'arrive pas à se déplacer. Et après donc on a le spectacle de la cruauté, un lien va arriver avec son brûle-gueule. Les brûle-gueules c'est des toutes petites pipes, on appelle ça des brûle-gueules parce que le truc est hyper court et donc les gars viennent s'amuser à lui. En fait, c'est une passion, pas au sens dans la vie de tous les jours je tombe amoureux, mais passion au sens du Christ, hein. C'est-à-dire que il est vraiment livré comme une sorte de bouc émissaire à la cruauté des hommes qui viennent prendre plaisir à lui faire du mal. Et son châtiment en fait c'est le châtiment de tous les poètes. C'est-à-dire que les poètes c'est pour Baudelaire des êtres de l'ailleurs qui sont exilés sur terre et qui doivent, c'est ce qu'on a vu en fait juste dans le poème précédent en fait, juste avant l'Albatros, c'est ce qui se passe dans Bénédiction où on voit un être qui n'a pas sa place ici en fait. Et donc il va subir comme ça cette passion, donc comme une passion du Christ, c'est-à-dire le Christ il a été dans la Bible, dans le Nouveau Testament, hein, il est fouetté, on lui crache dessus, etc. Et surtout on rigole de sa douleur, hein. Il y a ça quand il est sur la croix, le Christ à un moment il y a un personnage qui dit bah, vas-y descends de la croix, si t'es si fort maintenant t'es Dieu, bah tu vas descendre. Et ben en fait c'est un peu la même chose, sauf que c'est-à-dire que tous les êtres qui sont autour de lui en fait, ils viennent rire de sa souffrance. D'accord. Qu'il est comique et laid, alors qu'il était beau, alors qu'il était sublime et qu'il volait. Et justement, pour le rappel aussi, avec la dimension christique, c'est aussi simplement le fait que l'oiseau il est comme ça, et à ce moment-là, le son, on l'entend plus parce que je suis. Non mais voilà, et le fait de parler d'aviron aussi, hein, de rester sur les planches, les avirons, c'est le bois d'une croix tout simplement aussi.
Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce poème qui est sublime tout simplement. L'autre mime en boitant, l'autre mime en boitant. Et donc il y a aussi cette idée de spectacle avec un être qui vient mimer l'autre, qui vient faire comme la parodie de cette tragédie qui se joue sous les yeux du public. L'infirme qui volait, ah là c'est hyper beau parce que il y a la petite proposition subordonnée relative, hein, qui volait. Faire des en aparté, j'y pense aussi, à l'oral, faire des petites remarques grammaticales comme ça permet aussi de cacher le fait que vous n'arrivez pas à commenter le texte, et ça peut être aussi utile, même si c'est sournois. N'hésitez pas, par exemple, dire ah oui, vous faites la remarque grammaticale, et puis après vous faites une paraphrase. Vous voyez, par exemple, ah oui, c'est une relative qui montre que avant il était heureux et que maintenant, bah, il est infirme. Bon, en soi, c'est pas faux, en plus c'est plutôt intéressant. Et ce qui est intéressant, c'est en fait le fait d'utiliser cette relative avec à l'intérieur le verbe au passé tout de suite pour rappeler à l'imparfait. Donc qui rappelle en fait cette toile de fond qu'on avait dressée au début. On est tellement dans l'horreur en fait qu'on finalement on a presque que ce qui est horrible, qui est encore pire, c'est de rappeler en fait à quel point il était beau, il était sublime et il était content quand il était là-haut et qui survolait toute cette foule, lui en riant. Et c'est là où on arrive à la dernière strophe. Donc le poète est semblable au prince des nuées qui hante la tempête et se rit de l'archer. Et là on a un rire, on a l'opposition du rire de l'oiseau, qui était un rire où il narguait tellement il était sublime, il narguait l'archer qui était en bas, qui essayait avec ses pauvres flèches, avec ses traits de l'abattre. Une opposition du rire de l'oiseau avec le rire comique, donc qu'on a dit, hein, qui vient parodier la tragédie qui se joue sur la scène du bateau, avec le rire des marins. Donc deux rires qui viennent s'opposer. Alors, et on a un jeu de mots aussi, à nouveau assez stylé. Est-ce qu'on peut parler de sileps ? Je pense qu'on peut se le permettre. Le poète est semblable au prince des nuées. Il y a un petit jeu de mots que vous pourrez relever. C'est le prince des nuées, donc le prince le prince des nuages, tout simplement. Donc c'est ce qu'on appelle une périphrase, hein, le prince des nuées. Mais la périphrase ici, elle peut être aussi comprise, à l'oreille du moins, comme le prince des nuées en un seul mot. C'est-à-dire le prince qui a perdu, le prince déchu en fait, le prince qui a perdu tous ses pouvoirs et qui apparaît maintenant sur la terre comme une pauvre merde, qui ne peut pas marcher, quoi. C'est ça qui est horrible. Alors que lui, il volait, il a du mal à marcher. C'est le dernier vers qui est... Le poète est semblable au prince des nuées, donc prince des nuées ou prince des nuées, qui hante la tempête et se rit de l'archer. Et à ce moment-là, avec le verbe hanter, on a un truc aussi qui est complètement sublime, c'est que alors que sur la terre, sur la mer, quoi, sur la terre du bateau. Donc dans le milieu du poème, l'oiseau est au sol avec ses avirons qui traînent à côté de lui, et donc il est dans l'extrême matérialité et il est dans un désir au contraire d'élévation. Ça va être le poème suivant. Poème suivant justement où le poète désire en fait sortir de son enveloppe charnelle pour s'élever vers une sorte de monde des idées où il va pouvoir vivre en parfaite harmonie. Et donc dans la dernière strophe, avec ce verbe là, hanter, on a cette dématérialisation qui est hyper importante et qui est extrêmement forte. Il hante la tempête et se rit de l'archer. Alors à nouveau, étant donné qu'il hante la tempête, il est invisible, il est tout puissant. C'est ça hein, qu'il y a dans l'image. Hein. Il est invisible, il est tout puissant, avec le COD tempête. Juste en fait, vous faites franchement, c'est possible, je pense, de faire de la paraphrase intelligente avec de la grammaire un peu saupoudrée de grammaire. Je pense que c'est acceptable et que vous, ça vous permet de dire ce que vous voulez dire sur le texte sans vouloir chercher la figure de style à tout prix. Et donc, il hante la tempête. Il y a cette idée de dématérialisation et en même temps d'extrême puissance de l'albatros qui devient en fait une tempête à lui tout seul. Et ce rit de l'archer, une tempête qui vient, dont en fait le grondement, dont l'éclair vient être comme un rire en fait, lui-même. Et à ce moment-là, exilé sur le sol au milieu des huées, ses ailes de géant l'empêchent de marcher. Et donc là, avec le dernier vers, qui est un vers complètement classique en fait. C'est-à-dire que Baudelaire, c'est pas comme Rimbaud, il va pas quand même éclater, on va dire, c'est pas un poète de la modernité radicale de la langue. Sa modernité, elle est ailleurs. C'est-à-dire que lui, il va pas éclater les vers, il va pas éclater complètement, il va faire des sonnets par exemple. Bon, il va les reprendre pour les retravailler de façon moderne, mais il va quand même faire des sonnets. Et là, il arrive
exilé sur le sol au milieu des huées, ses ailes de géant l'empêchent de marcher, donc le dernier vers est complètement classique. Et ça qui est hyper fort, c'est qu'avec il est classique, pourquoi? Parce qu'il y a un rythme qu'on appelle ternaire, c'est-à-dire ça fait 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ses ailes de géant l'empêchent de marcher. Rythme ternaire, qui est un rythme complètement classique, qui est hérité, par exemple, de Racine, de la tragédie racinienne, qui est hérité en fait du XVIIe siècle et des tragédies du XVIIe siècle, notamment. Et pourquoi est-ce que c'est une tragédie? Pourquoi il utilise ce vers-là? Peut-être parce que justement, c'est une tragédie qui est vue par les marins comme une comédie. Et c'est dans cette tragédie que Baudelaire vient avec brio montrer la déchéance du poète lui-même. Tout simplement. Maintenant, on va faire l'éloge de l'infidélité qui se trouve dans la deuxième scène de l'acte 1 de Don Juan de Molière, alias Jean-Baptiste Poquelin. Et alors, pourquoi c'est intéressant que ce soit la deuxième scène de l'acte 1? Parce que Don Juan, ça a beau être le titre, on l'a toujours pas vu. Qu'est-ce qu'on a vu dans la première scène? Je vais vous le dire, des plus jadasses. Dans la première scène, on avait aussi un éloge. Dans la deuxième scène, on va avoir l'éloge de l'inconstance, de l'infidélité. Dans la première scène, on avait l'éloge du tabac. On avait aussi un éloge paradoxal. On avait un éloge du tabac avec en même temps un portrait de Don Juan. Cet éloge du tabac, il était fait par Sganarelle, qui parlait à Don Guzman. Don Guzman qui est le serviteur de Dona Elvire, la femme actuelle de Don Juan. Et donc Don Guzman disait ouais, Dona Elvire vous cherche, vous êtes parti, pourquoi? Alors il y a Sganarelle qui dit je t'explique, il y a Don Juan qui est en train de chercher un peu une nouvelle proie, et il en a trouvé une. Et donc dans cette première scène, on avait Sganarelle qui faisait à la fois l'éloge du tabac et aussi un portrait de Don Juan comme un personnage complètement monstrueux, mi-homme, mi-loup-garou, qui était complètement tout droit sorti des enfers, alors ce qui est marrant, c'est qu'il va finir en enfer à la fin. Et donc là, on attend de voir ce qui va en être. Don Juan arrive. Et là, on va avoir droit à un deuxième portrait de Don Juan, en fait, un portrait en action, puisque Don Juan en fait va parler et donc va nous montrer en fait qui il est, par cet éloge de l'infidélité. Donc on voit tout de suite en fait que cette deuxième scène, elle entre en miroir avec la première. Éloge, portrait, portrait. Sauf qu'il y a un nouveau truc qui va arriver, c'est que dans la première scène, on n'avait pas vu Don Juan. Et là, maintenant qu'on le voit, on se rend compte que il a une grande puissance rhétorique, ça veut dire il a un art de persuader et de convaincre qui est formidable, et en même temps, il se laisse complètement emporter par son discours. En fait, c'est aussi un personnage de comédie pour ça. Il est exactement comme DiCaprio dans Loup d'Wall Street, au moment où il prend son micro comme ça, il se tape sur la tête comme ça avec le micro, quand il fait son discours, et que il est censé faire le discours pour finalement annoncer que sa boîte va fermer, pour pas aller en prison tout simplement et ne pas saccager sa vie. Et en fait, dans Loup d'Wall Street, à ce moment-là, et en fait, à ce moment-là, c'est le moment où il va signer sa perte, finalement, en se laissant emporter par sa propre verve, par sa propre rhétorique. Et c'est exactement ce qui se passe là, dans cette deuxième scène, où tout de suite, Don Juan nous apparaît comme un inconstant de l'amour, mais aussi un inconstant de la parole. Le mec ne sait pas s'arrêter, il ne sait pas fermer les vannes. Et en fait, c'est un gros problème qui va le mener à sa perte, en fait, parce qu'à la fin, vu qu'il ne sait pas fermer sa gueule, quand il va arriver devant le commandeur qui lui dit on va dîner ensemble ce soir, je vais t'emmener en enfer, Don Juan il fait ah ouais, ok, je suis chaud. Et en fait, résultat, il va y aller. Et donc, dans cette deuxième scène, Don Juan fait un éloge de l'inconstance. Cet éloge, il est déjà structuré, hyper rhétorique. Hyper structuré selon la rhétorique, donc un art qui vient de l'Antiquité. On en a parlé dans la vidéo sur Blaise Pascal. Donc c'est un discours très structuré avec une intro, deux parties, une conclusion, tout simplement. L'intro, on la voit d'emblée avec une captation comme ça du spectateur, avec des questions rhétoriques. Quoi? Tu veux qu'on se lie à demeurer au premier objet qui nous prend, qu'on renonce au monde pour lui et qu'on n'ait plus Dieu pour personne? Là, on a une question rhétorique, c'est-à-dire une question dont tout le monde a la réponse. Et donc, on ne va pas y répondre, donc on ne va pas prendre la parole. C'est-à-dire que c'est une question où la personne va garder la parole. C'est ça qui est hyper important. Elle garde la parole et elle peut nous asséner des choses qui apparaissent tout de suite comme des vérités. D'accord? Par exemple, tu te fous de ma gueule là? Question rhétorique. La personne ne va pas dire non, oui, la réponse n'a aucune importance. Et donc tout de suite, avec ces questions rhétoriques et surtout ce rythme ternaire, c'est important en rhétorique d'avoir un rythme. Rythme ternaire, ça veut dire 3. Simplement, il y a 3. C'est ce qu'on avait vu dans le texte dans le texte de l'Albatros, rythme ternaire où ça faisait 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et là, il y a un rythme ternaire qu'on se lit, qu'on machin et qu'on machin. Et donc tout de suite, la parole elle prend de l'ampleur. Ça, on peut le rythme ternaire, c'est un rythme qui a tendance à avoir une dimension totalisante. Il donne une dimension. Voilà, j'ai dit la vérité. 1, 2, 3, boum, c'est fini, le débat est clos.
Et puis après, c'est parti, une fois qu'il a fait son intro, qu'il nous a bien capté, parce que le but de l'intro c'est ça, hein, entre autres, la captatio, de même que la première scène, la scène d'exposition, nous captait avec cet éloge du tabac complètement... et bah là pareil, son intro a une dimension de captatio, elle va essayer d'attirer le spectateur, qui est Sganarelle ou nous-mêmes, dans son éloge à 2 balles complètement de l'inconstance, c'est-à-dire, mais qui va être quand même hyper structuré. D'abord il dit bon bah voilà, la constance c'est déjà pas quelque chose d'immoral, c'est quelque chose de moral, parce que chaque femme a le droit, c'est presque un droit inaliénable de nous charmer. Donc ce serait quand même scandaleux, monsieur le juge, qu'une femme ait le droit de nous capter comme ça et de nous attirer, alors que toutes ont le droit sur Terre de nous avoir. Et donc résultat, moi ce que je propose c'est de niquer toutes les femmes. Et en fait il y a un petit glissement qui se fait, c'est-à-dire qu'il part du truc en disant oui il y a un droit moral hein, à séduire toutes les femmes, et il part en fait au plaisir de la séduction. Et là il dérive en fait de son discours, et c'est là où il va commencer à un peu trop parler. Il dit donc qu'il y a un droit moral de toutes les femmes à nous charmer, et puis après il glisse vers son plaisir égoïste en disant et d'ailleurs il y a vraiment le plus grand kiff du monde, c'est d'arriver vers une pure, vers une vierge, vers la femme qui n'a rien à se reprocher, et puis peu à peu de faire sauter tous les verrous un par un, alors qu'elle-même essaie de se convaincre qu'elle est morale, et en fait peu à peu faire tomber tous ces verrous et finalement l'avoir à ses pieds, pouvoir la traîner dans la boue, et puis après passer à la suivante. Et donc et donc on voit bien que le discours il s'emballe, c'est-à-dire alors qu'il est dans une verve rhétorique pour montrer la moralité de son action, et bien le fait de parler du plaisir et de son plaisir va commencer à le ramener vers quelque chose d'immoral, en disant que voilà, il a un vrai plaisir personnel à les séduire et les faire tomber. Et puis après, boum, deuxième partie, où là en fait il va s'ériger en nouveau conquérant, en nouvel Alexandre. La bascule, c'est le moment c'est le moment de l'ennui en fait. Donc deuxième argument, quand il dit mais le problème c'est qu'une fois que je l'ai séduite, et ben en fait à ce moment-là, il n'y a plus aucun intérêt. Parce que je m'ennuie. Et donc deuxième argument, la fidélité, c'est l'ennui, et moi je suis pas sur Terre pour m'ennuyer tout simplement, et donc boum, je suis un conquérant, je suis un grand homme, et donc en faisant venir la figure du conquérant, et ben en fait à la fois son discours prend une ampleur gigantesque, hein. Il dit moi je suis comme Alexandre, je veux toutes les femmes de la Terre, et je veux le monde entier pour moi, et en même temps en fait il parle trop à nouveau, parce que Alexandre c'est le conquérant qui est certes le plus grand conquérant du monde, et en même temps c'est celui qui est mort à 33 ans de maladie, même pas à la guerre. Et qui était aussi à la fin de sa vie complètement dément. Cette démence en fait de la conquête, elle avait complètement prise quoi. Donc ce qu'on a vu, c'est à la fois que cette scène 2 de l'acte 1, elle rentrait en miroir avec la scène d'exposition, avec la scène 1 de l'acte 1, dans la mesure où elle présente à la fois un éloge paradoxal, un éloge du tabac dans la scène 1 et éloge de l'inconstance dans la scène 2, mais aussi un portrait de Don Juan. Dans la scène 2, c'est un portrait en action, et ce portrait en action de Don Juan, eh bien, il vient mettre en avant la capacité rhétorique de Don Juan. Don Juan, c'est un type qui maîtrise tellement bien la parole, qui vient finalement détourner la rhétorique de son but originel, pour justement aller convaincre et persuader, mais finalement en enlevant tout sens à la parole en fait. Il multiplie les sophismes, les liens logiques sont complètement brisés, etc. Et donc finalement il a une grande puissance de parole et une grande puissance rhétorique. Et la preuve de ça, c'est que Sganarelle à la fin il peut plus parler, il est complètement stupéfait. Et en même temps, on voit bien qu'il y a une certaine suspicion aussi vis-à-vis de la capacité de Don Juan à parler, à maîtriser la rhétorique, dans la mesure où il se laisse lui-même complètement emporter par sa parole, dans la mesure où il se laisse lui-même complètement emporter par sa parole, et où finalement lui-même est la victime de sa rhétorique. Ce qui fait qu'à la fin, Sganarelle dit « Ah là là, on dirait que vous avez appris cela par cœur et vous parlez tout comme dans un livre. » Ça montre bien que finalement, la parole de Don Juan, elle n'a pas réussi finalement à emporter Sganarelle, elle l'a laissé en fait, elle l'a mis de côté. Et puisqu'en fait c'est pas une parole de vie, c'est pas une parole qui s'adresse à une personne, c'est une parole morte, une parole sèche et rigide. Finalement la parole de Don Juan, elle est perdue d'avance. Donc pour le troisième texte, on va s'attaquer au cannibale de Montaigne. Alors la grande question en fait de cet extrait, c'est qui sont les cannibales en fait. Lui il en a croisé en fait à Paris, et c'est comme ça qu'il a pu se documenter. Il a croisé des cannibales donc, de l'Amérique du Sud à Paris, c'est comme ça qu'il a pu se documenter après sur leurs conditions. L'idée c'est de dire sont-ils vraiment aussi monstrueux que ça? Et donc comment est-ce qu'il va procéder? Tout d'abord il y arrive et il dit bon voilà, on va décrire un peu leur mode de vie. Donc oui, il tue des gens, oui il les mange, et il le fait sur un ton qui est
comment dire, où il décrit leur monstruosité de façon assez ludique en fait, à grand fort d'hyperbole, de négation restrictive, où il dit par exemple ces choses émerveillables que de la fermeté de leur combat qui ne finissent jamais que par meurtre et effusion de sang, car de déroute et d'effroi, ils ne savent que c'est. Chacun rapporte pour trophée la tête de l'ennemi qu'il a tué et l'attache à l'entrée de son logis. Donc l'idée, c'est que ici, il met en avant, notamment donc, avec la négation restrictive, qui ne finissent jamais que par meurtre et effusion de sang. On voit bien que le principe, c'est que le combat, étant donné qu'il n'y a pas, personne ne se retire en fait, personne ne fuit. Donc finalement, c'est une qualité de courage presque qui est mise en avant. Et bien finalement, cette qualité de courage, elle est complètement détournée puisque résultat, ça se termine à chaque fois par des massacres monstrueux. D'ailleurs, on peut mettre en lien pile ce petit extrait avec un texte qui tombe aussi hyper souvent au bac, qui est donc la guerre dans Candide, au chapitre 3. Avec une critique de la bravoure en fait qui fait juste des massacres qui se termine juste en massacre à chaque fois, quoi. Donc cette bravoure des deux camps chez les cannibales, elle se termine comment ? À chaque fois par des massacres et par des effusions de sang. Et donc par de la barbarie. Et donc c'est une barbarie que prend presque plaisir en fait à décrire Montaigne, on a l'impression ici, avec à chaque fois donc toutes ces figures de style qui viennent comme lui apporter quelque chose de ludique. Et donc il décrit comme ça, un peu à la manière d'un ethnologue, bon bien avant toute ethnologie, chacun rapporte donc pour trophée la tête de l'ennemi qu'il a tué. Et donc une fois que l'ennemi a été capturé et qu'il a été bien traité, c'est une dimension hyper importante en fait du passage, et bien il va être tué. Complètement sans état d'âme, et après va être découpé en morceaux, et à ce moment-là c'est une boucherie atroce qui est décrite de façon quand même assez froide, et donc finalement de façon presque ludique justement. Il attache une corde à l'un des bras du prisonnier, par le bout de laquelle il le tient éloigné de quelques pas, de peur d'en être offensé, et donne au plus cher de ses amis l'autre bras à tenir de même, et eux deux, en présence de toute l'assemblée, l'assomment à coups d'épée. Cela fait, ils le rôtissent et en mangent en commun, et en envoient des lopins à ceux de leurs amis qui sont absents. Ce n'est pas, comme on pense, et là c'est hyper important, pour s'en nourrir, ainsi que faisaient anciennement les Scythes, c'est pour représenter une extrême vengeance. Et donc ici, il y a l'idée que la violence, elle va s'incarner dans le fait de manger l'autre, mais finalement c'est quelque chose presque de raffiné en fait. C'est-à-dire que le fait de manger l'autre, en fait c'est une sorte de représentation de quelque chose. Et donc Montaigne distingue la sauvagerie des cannibales d'une autre forme de sauvagerie, qui est celle des Scythes, donc dans l'Antiquité, qui est un peuple connu pour être des cannibales, mais qui eux mangeaient leurs ennemis de façon animale, on va dire, simplement pour s'en nourrir en fait. D'accord ? Et donc ici c'est dans une optique de représentation. Donc après avoir montré finalement la monstruosité des cannibales, et bien en fait Montaigne commence à faire un premier pas de côté en disant oui mais en fait leur monstruosité elle a un sens, on va dire, dans la mesure où elle représente la vengeance. Et donc cette monstruosité, cette barbarie, et bien en fait elle est malgré tout une preuve en un sens presque de civilisation, puisqu'elle montre un détachement vis-à-vis de la nature. La nature voudrait qu'on mange pour se nourrir, et bien non, ici là on mange pour représenter quelque chose. Et à partir de ce pas de côté là, et ben il va opérer un retournement en fait. C'est là où c'est stylé, c'est que le retournement va être de dire, attendez, maintenant, on a vu comment eux ils faisaient, les barbares, on va voir pour eux, qui sont les barbares. Et évidemment, c'est nous. Et donc ce retournement, il va avoir lieu quand les cannibales vont se retourner vers, par exemple, les Portugais, et vont leur dire, attendez, nous, on mange les gens quand ils sont morts, mais vous les torturez quand ils sont vivants. Et c'est là donc qu'il va y avoir ce retournement de regard. C'est le fait de dire, finalement, la monstruosité, elle est aussi présente, voire plus, dans le camp portugais. Donc Montaigne ne nie pas du tout en fait la monstruosité, la violence, la cruauté des peuples barbares, des peuples dits barbares, même si en fait il met quand même une distance vis-à-vis de cette cruauté en disant oui mais quand même il y a quand même une représentation, etc. Il y a quand même un but de représentation dans cet acte, mais ce qu'il va faire en fait c'est dire mais attendez, qui est le plus monstrueux entre celui qui accueille bien qui est réglo et qui son prisonnier il l'accueille bien chez lui avant de le tuer et de le manger, ou celui qui pratique la torture, qui n'hésite pas justement à, selon l'expression, manger un homme vivant plutôt qu'à le manger mort en fait, à déchirer par tourment et par gêne un corps encore plein de sentiments, le faire rôtir par le menu, le faire mordre et meurtrir aux chiens et aux pourceaux, comme nous l'avons non seulement lu mais vu de fraîche mémoire. Non entre des ennemis anciens, mais entre des voisins et concitoyens, et qui plus est sous prétexte de piété et de religion. Donc l'idée c'est de dire, en fait, nous ce qu'on fait finalement, en torturant les gens et en leur faisant manger par des chiens, c'est finalement qu'on les fait rôtir et on les mange en fait finalement. Donc en fait ici, c'est une métaphore, c'est-à-dire que
torturer quelqu'un, c'est comme le faire rôtir, et le faire manger par des chiens, c'est comme le manger. Et en fait, par ce saut rhétorique, donc par ce saut pour convaincre, et ben en fait, Montaigne, il met en avant, il ouvre les yeux du lecteur sur sa propre monstruosité. Donc c'est pour ça que je parlais de regard au début. C'est qu'il y a un retournement du regard, on tourne les yeux de la façon... on tourne notre regard pour voir l'Occident à la façon des barbares, des peuples dits barbares, pour ouvrir les yeux sur notre propre barbarie. Alors, ce procédé qu'utilise Montaigne, on a un peu l'impression que c'est une tarte à la crème, parce que finalement, on y sera quand même assez habitué à faire une comparaison entre les barbares et puis les gens du monde occidental. Ce à quoi on a envie de répondre, c'est celui qui dit qui est. Bon, pourquoi est-ce que ça s'est aussi bien développé ? Parce que, en fait, en 1492, bon, c'est la découverte du Nouveau Monde, ça tout le monde est au courant. Donc, ça signifie que les explorateurs, mais par surcroît tout le monde occidental, qui avait également reçu les récits de ces premiers explorateurs, a été mis en contact d'un coup avec des gens qui n'étaient pas du tout, à leurs yeux, au même niveau civilisationnel et au même niveau culturel. Donc, ils se sont dit, eh ben, on va les envahir. Mais on va justifier ça pour deux raisons, puisqu'évidemment, ils ne sont pas non plus allés seulement leur serrer la main et leur dire « Salut, comment ça va chez toi ?» Comment est-ce qu'ils ont justifié l'invasion ? Pour deux motifs, pour deux arguments. Le premier est l'argument religieux, c'est-à-dire on va leur apporter le Christ, et le second est l'argument civilisationnel, c'est de dire là-bas ils vivent dans la forêt vierge, on va aller construire des routes et puis des maisons ou je sais pas quoi, enfin bref. Or, Montaigne est très méfiant par rapport à ces choses-là. D'abord, l'argument religieux, il y est méfiant parce que, à l'époque où il écrit, en 1580, en France, c'est l'époque de la guerre des religions. Des guerres de religion, pardon, qui s'étendent quand même sur à peu près... je sais pas du tout. Qui s'étendent sur une bonne partie de la deuxième moitié du XVIe siècle, et qui déchirent sa propre famille, puisque dans sa famille, il y a des catholiques et des protestants. Alors, je vous raconte pas les dîners de famille. Donc, il est très méfiant de l'argument religieux. Mais il est également très méfiant de l'argument civilisationnel, parce qu'il a pu avoir donc des renseignements sur la manière de vivre ces gens, et ce qu'il veut essayer de montrer, c'est que si on arrivait à avoir sur notre civilisation un regard aussi distancié qu'on a sur la leur, et de dire « Ah bah ça effectivement c'est bien, mais ça c'est pas bien » ou je sais pas quoi, et ben on se rendrait compte qu'il y a plein de choses qu'on fait et qui sont absolument barbariques. Or, cet argument de Montaigne, il est si puissant qu'en fait, il va être régulièrement repris. Et par exemple, Voltaire, il est assez connu pour notamment une de ses œuvres dans laquelle il fait venir un bon sauvage, comme on dit, qui arrive en France et qui passe son temps à dire « Mais enfin, vous vous gargarisez de tout un tas de choses, vous êtes très fiers de la manière dont vous vivez, et pourtant, il y a plein de choses qui tournent par an. » Et donc, également, ça s'étend jusqu'à la sociologie du XXe siècle, avec Lévi-Strauss, qui dit dans Race et Histoire, précisément, le barbare, c'est celui qui croit à la barbarie. Donc, la postérité de Montaigne est absolument incroyable. Et à la fin de ce texte, il y a un truc assez bizarre, c'est l'arrivée d'arguments d'autorité. C'est notamment le moment où Montaigne parle des stoïciens, en disant « eux aussi c'était des cannibales, enfin ils le légitimaient, etc. » Et aussi il parle des Romains. Et donc c'est quelque chose d'assez bizarre, puisque Montaigne, en tant que sceptique, et ben normalement l'argument d'autorité, il les rejette. L'argument d'autorité c'est quoi ? C'est le fait d'invoquer une personne plutôt qu'un argument pour pouvoir légitimer une opinion. Par exemple le fait de dire Aristote l'a dit, donc c'est vrai. C'est un argument d'autorité, c'est-à-dire qu'on ne va pas remettre en question la logique de l'argument elle-même, mais on va simplement s'intéresser à celui qui l'a proféré. Et donc Montaigne, en tant que sceptique, lui, il s'oppose habituellement à l'argument d'autorité. Mais d'un autre côté, en tant qu'humaniste, il fait appel hyper souvent à tout un tas de citations des anciens, en fait, qui viennent peupler son langage. Mais l'intérêt de ces citations dans les essais, c'est que lui, il va les faire s'entrechoquer. C'est donc ce qui se passe tout à la fin de ce texte sur les cannibales, où il vient invoquer les stoïciens pour faire comme s'il légitimait le cannibalisme. Alors on arrive quand même à quelque chose d'assez étrange. Et pourquoi est-ce qu'il fait ça ? En fait, c'est justement dans une optique sceptique, parce que dans la confrontation des arguments des uns et des autres, va naître ce qu'on appelle l'époquet, c'est-à-dire la suspension du jugement, qui est le but ultime en fait des sceptiques. La suspension du jugement, comme son nom l'indique, c'est ce moment où tu te rends compte qu'en fait, tout ce que tu sais, c'est que tu ne sais rien, grâce justement à la confrontation en fait de toutes les idées que tu vois à droite à gauche, et la découverte de cette science, de cette non-science, c'est ça finalement pour le sceptique, le but. L'ultime vérité pour le sceptique, c'est la non-science en fait. C'est le fait que on ne détient pas la vérité et elle nous échappe tout le temps. Et le fait de prendre conscience que cette vérité nous échappe, c'est là l'objectif du sceptique, l'époquet, la suspension du jugement. Mais aussi parce qu'il est entouré de gens qui, pensant détenir la vérité, s'abîment les uns les autres.